Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous allons nous intéresser avec ce nouvel épisode à la médecine magique. Parfois, et même le plus souvent, les premiers hommes ne trouvaient pas de cause évidente au mal qui les tourmentait. Pas de flèches, pas de coups de massue, pas d'animal féroce, pas de piqûres de serpent, pas de chute de pierre. Apparurent alors les notions de cause invisible et d'intervention étrangère, à l'origine de la notion de médecine magique. Celle-ci correspond à l'état théologique ou fictif de conte évoqué en introduction. Il existe 4 moyens d'appréhender le monde et donc la maladie. La magie, la religion, la philosophie et la science. Si les hommes modernes ont choisi la voie de la science, après avoir envisagé celle de la philosophie, l'explication de l'inconnu passait à l'époque des premières civilisations par la magie puis par la religion. Mais à propos, quelle est la différence entre magie et religion? Pour faire simple, la magie reste dans le registre individuel. Il n'y a pas d'église, pas de missionnaire. Le mage ne représente que lui-même, même s'il avait une reconnaissance sociale. La religion est une démarche collective qui relie les hommes. Le prêtre est le représentant d'une église, pas le mage. En fait, la différence est purement sociale. On peut considérer la religion comme une magie structurée socialement, avec un ou des dieux bien définis, des prêtres et des églises. Avant même la notion de responsabilité des dieux, les hommes ont d'ailleurs sans doute invoqué des forces de la nature. Les catastrophes naturelles, les orages, les tornades, également les astres, à l'exemple de l'épilepsie, maladie sacrée liée à la lune, des animaux sacrés ou réputés comme tels, l'homme lui-même, car certains avaient le pouvoir d'intervenir à distance, en bien ou en mal, avec la notion de maléfice. On attribuait une origine surnaturelle aux événements quels qu'ils soient, orages, inondations, sécheresses, alors pourquoi pas la maladie? Comprendre la médecine magique implique de comprendre l'esprit qui l'a imprégnée. Il ne faut donc pas penser rationnellement. Les causes des maladies étaient surnaturelles, leurs conséquences globales. La maladie, dans la médecine magique, est différente par rapport au monde rationnel où l'on raisonne anatomie, physiologie, médecine localisatrice. Dans le monde surnaturel, il n'y a pas de notion de lésion organique. Les maladies touchaient l'ensemble de l'individu, voire toute la tribu. La médecine magique faisait intervenir la notion de bon et de mauvais esprit, de corps étrangers introduits dans le corps, de spectres, de tabous, mais elle avait sa propre logique. Surnaturel ne veut pas dire illogique. Paradoxalement, cette démarche nous est plus facile à comprendre au XXIe siècle, siècle du grand retour des religions et du sentiment religieux, que pour les historiens de la médecine du XIXe siècle, siècle de la toute-puissance de la science, car entre-temps, eut lieu la découverte de la psychanalyse qui sonde les abîmes de l'âme humaine et met en évidence nos pulsions irrationnelles. Il existe 2 grands principes de la magie, selon James Frazer, anthropologue écossais, connu pour être le premier à avoir dressé un inventaire planétaire des mythes et des rites dans sa série en 12 volumes intitulée Le Rameau d'Or, paru entre 1911 et 1915. Son œuvre décrit des milliers de faits sociaux et religieux qu'il a lui-même colligés dans ses lectures ou relatés par des correspondants dans le monde entier, des diplomates, des administrateurs coloniaux, des explorateurs, des missionnaires. Frazer, qui a fondé l'anthropologie religieuse et la mythologie comparée, différenciait la loi de similitude et la loi de contact. Dans la première, on procède par association. Le principe est basé sur des idées similaires, une ressemblance. Cette loi sera à la base de la médecine des signatures et du vaudou. On fabrique une effigie semblable à l'ennemi, et si on détruit l'effigie, cela détruit l'ennemi. Dans la loi de contact ou de contagion, 2 choses en contact continuent d'agir entre elles. Ainsi, comme dans le film Black Micmac, on détruit les cheveux d'une personne pour entraîner sa mort ou sa maladie. Cette médecine magique est conservée jusqu'à aujourd'hui dans certaines peuplades d'Afrique, comme les Dogons, peuple à cheval sur le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, et dont la croyance est un mélange d'islam, d'animisme et de christianisme. Le forgeron Dogon est le médecin du village car il a des pouvoirs magiques. Il transforme un minerai brut en un objet fini. Maître des forges, il redresse les objets tordus comme il redresse les membres fracturés. Il fabrique le couteau qui incise l'abcès, mais également la faux qui coupe le blé pour la communauté. On retrouve bien sûr cette médecine magique en Amérique du Sud, en Océanie, mais aussi, dans une certaine mesure, chez certains guérisseurs de Lourdes ou d'ailleurs, puisque la médecine magique prend sa source dans l'instinct de la nature humaine. Cette médecine magique est d'ailleurs probablement apparue très tôt chez l'homme, bien avant les premières civilisations, et sans doute après les premières notions de médecine empirique nées de la médecine intuitive dont nous avons parlé. Le sorcier, chaman, médecine-man ou prêtre guérisseur, selon les peuples,
par sa proximité avec les dieux, était une sorte d'intermédiaire entre l'être surnaturel courroucé et l'être humain malade. Il avait un rôle de protection au sens large, de l'individu face à la maladie, mais aussi de la tribu face à la sécheresse, aux mauvaises cultures, à la guerre, aux maladies du bétail. Cette notion est très importante. Il n'existe pas dans ces cultures de séparation entre le malade et le soignant, pas plus qu'il n'en existe entre le malade et le reste de la tribu. À quoi ressemblait ce soignant? La grotte aurignacienne des Trois Frères, en Ariège, semble donner la première représentation d'un sorcier guérisseur, un personnage anthropoïde, coiffé d'une tête de cerf et habillé de peau de bête. Comme le médecin actuel ou celui du XIXe siècle évoqué sur ces deux tableaux, le sorcier avait un double rôle, diagnostique, étiologique et thérapeutique. Mais il faut savoir que toutes les maladies n'étaient pas forcément d'ordre religieux, et notamment les maux courants comme la fièvre ou la toux, mais surtout les pathologies chirurgicales et notamment traumatiques. Essentiellement surnaturelles, divinatoires et dénuées de bon sens pour nous, mais pas pour les hommes primitifs qui avaient leur propre logique, le diagnostic en médecine magique avait pour but de découvrir l'infraction au tabou, une personne offensée. La faute pouvait être individuelle ou collective, et dans ce cas, à assumer par toute la communauté. Le diagnostic passait sans doute par un peu d'observation rationnelle des manifestations morbides. Cette étude de manifestation était liée au malade, une jaunisse, une toux, mais aussi à son entourage au sens large. Bien que d'interprétation irrationnelle, ces manifestations n'en constituaient pas moins une ébauche d'approche clinique. Mais le diagnostic passait surtout par beaucoup d'irrationnel. La consultation des dieux par des méthodes variées et originales, comme nous le verrons avec la médecine assyro-babylonienne, souvent par un prêtre médecin ou un mage magicien, dans un état de transe pour son diagnostic. Celui-ci permettait d'envisager différentes étiologies, toujours basées sur l'intervention d'un mauvais esprit, d'un être supranaturel ou d'une divinité sur le malade. Il y avait différentes étiologies aux maladies, mais elles étaient toujours liées à l'intervention d'un mauvais esprit, qui avait volé l'âme du malade, avait pénétré son corps, avait fait pénétrer un corps étranger dans son corps. Ces découvertes se firent d'ailleurs sans doute au début par des expériences vécues, flèches, épines, venins de serpents, parasites, puis, par extrapolation, à d'autres pathologies sans cause visible. Les traitements prenaient en compte ces différentes étiologies supposées et proposaient différentes épreuves pour amener l'âme volée, éloigner le mal ou rentrer en contact avec les puissances surnaturelles responsables de la maladie. Ces cérémonies étaient parfaitement codifiées et pouvaient durer plusieurs jours. Elles étaient parfois très compliquées, à l'exemple de celles de la médecine navarro actuelle, avec des peintures de sable, des roues de médecine, la cérémonie du coyote et j'en passe. De nombreux rites existaient dans la médecine magique. Ces rites faisaient appel aux deux principes de Fraser, loi des similitudes et loi de contact. Mais, notion importante, la maladie était l'affaire de tous, malades, guérisseurs, tribus, donc tous devaient combattre le mal. En cas d'âme volée, il fallait la retrouver. Le sorcier organisait alors des battues dans la forêt et dans des endroits forcément magiques, avec toute la tribu. Si l'âme était partie dans l'au-delà, c'était le rôle du chaman d'aller la chercher, souvent d'ailleurs en se mettant dans un état de transe par de l'alcool ou des drogues. En cas d'intrusion d'un mauvais esprit, il fallait le faire sortir, en lui faisant peur, d'où l'utilisation de masques, de bruits, d'incantations, de mauvaises odeurs, ou alors en l'amadouant avec des offrandes, ou alors en le remplaçant par de bons esprits. Ou bien on pouvait le transférer sur un tiers, avec les rites de substitution par des sacrifices humains ou animaux, la victime remplaçant ici le malade. Les peintures rupestres de Lascaux relèvent peut-être de ce principe où l'animal peint sert de bouc émissaire au mal. On peut aussi en rapprocher l'ingestion d'organes pour remplacer l'organe déficient, une des explications du cannibalisme, et qui préfigure l'opothérapie. Un mot ici sur la médecine des signatures. On imaginait la propriété curative des plantes, racines ou objets, selon leur forme et leur rapprochement morphologique avec un organe, l'hépatique, la pulmonaire, le café ou la noix, qui peut ressembler à un petit cerveau. Paracels, médecin de la Renaissance dont nous reparlerons, en fut un fervent défenseur. En cas d'introduction d'un corps étranger par des esprits maléfiques, il fallait le faire sortir, et c'est une des hypothèses des trépanations dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, mais aussi des scarifications ou des rites de mutilation. Le sorcier, à l'exemple de cette photographie, pouvait également évacuer le mal par succion à l'aide d'un tuyau qu'il introduisait dans la plaie ou dans n'importe quel orifice, ici l'oreille. S'il crachait un caillou avalé au préalable, ce n'était pas que pour duper son client. Cela rassurait le malade de voir que le mal enfin matérialisé était désormais en dehors de lui.
et ceux qui ont déjà fait des coliques néphrétiques comprendront ce que je veux dire. Ces exemples de médecine magique seront sans doute en partie à l'origine de la théorie des humeurs et du rôle des saignées, purges, vomissements pour évacuer les mauvaises humeurs que nous aborderons plus tard. Sans oublier le rôle du sorcier dans la prophylaxie avec des rites de protection et le rôle des amulettes. On a vu que les rondelles de trépanation pouvaient avoir ce rôle, mais également les gris-gris, fétiches, porte-bonheur, reliques et autres talismans. Peut-être aussi que derrière le respect des tabous, aliments interdits comme le cochon ou purification par le bain, se trouvaient de premières règles d'hygiène alimentaire. Le pire, c'est que ces pratiques étaient parfois efficaces et même finalement assez souvent. De nombreuses pathologies guérissent seules, surtout qu'il s'agissait de sujets jeunes, les chétifs étaient morts avant, qui avaient une vie saine, au grand air, sans drogue ou alcool. Il y avait peu de cancers, peu de pathologies dégénératives. Il s'agissait surtout de pathologies infectieuses, de troubles digestifs, de poussées inflammatoires, de rhumatisme au sens large, ou alors de pathologies cutanées. Si cet amalgame d'empirisme et de magie avec l'emploi de plantes d'autant plus efficaces qu'elles chassaient le démon fonctionnait, il faut insister également sur le rôle de la suggestion. Les prêtres médecins connaissaient en effet les membres de la société qu'ils soignaient et dont ils partageaient les croyances, d'autant que la maladie, on l'a vu, concernait la tribu tout entière qui était malade de l'un de ses membres, dont faisait d'ailleurs partie aussi le chaman. Il faut aussi souligner le contexte sociologique. La maladie étant une faute, la guérison et surtout la prévention servaient de police. La médecine et la maladie étaient donc un facteur de cohésion sociale. De plus, le prêtre n'était pas que policier, il était aussi autant psychothérapeute que médecin. Il avait l'aura dont bénéficiera le prêtre plus tard. La confiance dans son médecin a longtemps fait partie de la médecine, même si cette notion a tendance à disparaître. Cette relation avec le prêtre-médecin satisfaisait le besoin de religieux qui était en chacun et qui est en chacun de nous. Quand la médecine deviendra rationnelle, on fera venir le prêtre ou la religieuse après le médecin. Au temps de la médecine magique, c'était du tout en un. Il ne faut pas non plus oublier la part d'irrationnel qui existe en chacun de nous et qui veut nous laisser croire à des choses que l'on ne comprend pas. Cela explique peut-être, en partie, le prestige des médecines dites naturelles, la mode des aliments biologiques et des sources thermales qui sont d'ailleurs les mêmes que du temps des Gaulois qui ont gardé un peu de cette magie. Petit à petit, vers moins 5000 avant Jésus-Christ, un glissement va se produire vers une médecine plus rationnelle. Mais comment et pourquoi Panoramix va devenir Dr House? La réponse sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, avec une série de vidéos consacrées à la médecine archaïque.